C'est la dernière chronique des secrets du cerveau humain pour 2024 avec Annabelle Boyer que l'on retrouve à l'instant. Bonjour Annabelle. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. J'expérimente la fatigue en cette fin d'année. Vivement quelques jours de vacances parce que je vais en profiter pour me reposer un peu et revenir en force en janvier. Je serai intermittent durant le temps des fêtes parce que je vais quand même gâter les auditeurs d'une belle programmation. Puis, les gens en profiteront également pour faire du rattrapage. Si jamais ils ont manqué une chronique, eh ben, c'est disponible dans la section podcast de notre site unicité.ca et il y a aussi sur notre chaîne YouTube où on peut nous voir parce que des fois, tu nous fais des petites démonstrations visuelles. Donc, ça a beaucoup de succès sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Radio Unicité parce qu'il y a plein de contenus intéressants dont vous pourrez vous délecter pendant le temps des fêtes. Des vacances de prévues pour toi, Annabelle? Un peu de vacances durant les fêtes et un peu de vacances en janvier aussi. C'est bien mérité hein, pour toi aussi. Tu travailles très, très fort. Moi, je pense qu'on a une chronique assez intéressante pour terminer notre année et c'est de reformater le cerveau avec l'hypnose. Alors, on pourrait commencer 2025 à zéro? On pourrait recommencer totalement à zéro parce que l'hypnose, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, ils font déjà de l'auto-hypnose à toutes les 90 minutes. Naturellement, le cerveau se Naturellement. reprogramme? Ah En fait, c'est oui. qu'à tous les 90 minutes, le cerveau a besoin de tomber en auto-hypnose pour revenir en lui, se restructurer un peu. Mais on peut aussi faire de l'auto-hypnose négative. Je te donne des exemples. Ah. Quand tu conduis et qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu es rendu beaucoup plus loin que ce que tu pensais, tu es tombé en auto-hypnose. Et le moment où tu étais en auto-hypnose, l'inconscient prend le relais et il devient hyper vigilant. Fait que tu n'auras pas d'accident quand tu es en auto-hypnose. Quand tu lis un livre et qu'à un moment donné, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de lire, je m'en souviens plus, c'est parce que ton cerveau est parti en auto-hypnose. Donc, de l'auto-hypnose, on le vit, c'est un état naturel qui fait partie de nous à peu près à toutes les 90 minutes. Et c'est la même chose là, quand on s'en va dans la cuisine, là, puis on se dit, ben voyons, qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est aussi ça? Ton cerveau est parti. C'est Mais très drôle. évidemment, si par exemple, j'ai pas super bien mangé dans la journée, j'ai pas mangé suffisamment, par exemple, de protéines. Et là, j'arrive le soir et là, j'ai faim. Mais vraiment faim parce que j'ai pas mangé suffisamment de protéines dans ma journée. Et là, quand je vais commencer à manger, je vais me gaver. Je vais entrer la nourriture à une très grande vitesse parce que je suis en auto-hypnose. Je ne suis plus totalement présente ici et maintenant. Je suis rendue loin dans mon esprit. Donc ça, Ah. c'est un exemple d'auto-hypnose négative. Donc, dans les faits, on s'auto-hypnotise continuellement parce qu'on crée des états internes qui peuvent être positifs ou qui peuvent être négatifs. Et l'idée, donc, c'est de reprendre la maîtrise de son cerveau pour apprendre comment s'auto-hypnotiser de façon utile pour vivre dans la liberté, l'abondance, la gratitude, la joie, au Et que lieu ça de soit s'auto-hypnotiser positif. à la destruction. Bien sûr. Et l'hypnose, quand on le travaille avec un professionnel, c'est très différent de l'hypnose de spectacle. Maintenant, il faut bien comprendre. L'hypnose de spectacle. Disons qu'on a des auditeurs qui sont allés voir un spectacle de Mesmer et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ah oui. Quand quelqu'un prend la décision d'aller dans un spectacle d'hypnose, il vient déjà de manifester un intérêt. L'hypnose a déjà commencé. À partir du moment où il fait le choix d'aller au spectacle, l'hypnose commence. Ensuite, il va acheter les billets. L'hypnose se poursuit. Il va penser au fait qu'il va avoir un spectacle qui s'en vient, il va le mettre dans son agenda. L'hypnose se poursuit. Dans les jours avant le spectacle, il va dire « Ah, c'est vrai, tel jour, on s'en va voir telle personne. » L'hypnose se poursuit. La journée même, ce soir, on s'en va voir le spectacle. Et là, on a une curiosité qui se développe à travers ça. On se demande ce que ça va donner. On se demande si on va connaître des gens dans la salle qui vont se faire hypnotiser. On se demande soi-même comment on va réagir. L'hypnose se consolide.
Et là, les gens arrivent dans la salle et là, on a un effet de foule, on a une fébrilité. Là, l'hypnose devient encore plus solide. Et là, on rentre dans la salle. Et là, déjà, on va avoir la voix de l'hypnotiseur, on va avoir les mots qu'il va utiliser, mais déjà, 50% du travail est fait. Puis évidemment, un bon expert en hypnose de spectacle, il va vous parler et il va utiliser ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. Donc, il va faire des phrases qui n'ont pas vraiment de fin et il va utiliser des mots de liaison pour que le cerveau accepte les phrases. Par exemple, et plus vous vous sentez confortable sur votre chaise, et plus il est possible que vous vous détendiez. Et évidemment, plus on se détend, plus l'esprit s'apaise, et plus l'esprit s'apaise, plus on trouve ça agréable comme spectacle. Fait que je viens de te faire une phrase très, très, très longue, mais je t'ai mis plusieurs éléments. Mais je pourrais te dire, il est possible que tu te détendes de plus en plus, puis plus tu vas te détendre, évidemment, plus la respiration va s'apaiser, puis plus la respiration va s'apaiser, plus le corps va se détendre. Et plus le corps va se détendre, plus tu vas accepter mes suggestions de façon agréable, et plus tu vas accepter mes suggestions de façon agréable, plus le corps va relaxer, plus le corps va relaxer, plus tu vas te sentir bien. J'ai entouré le fait que tu vas accepter mes suggestions de façon agréable de 2 affirmations avant, 2 affirmations après. Le cerveau, souvent, accepte les affirmations avant. Quand il arrive à une affirmation qui ne sait pas trop, il ne sait pas comment réagir, mais moi, j'enchaîne tout de suite avec d'autres affirmations qui sont agréables. Et ça, c'est une forme d'hypnose conversationnelle. Et ça, évidemment, l'hypnotiseur va l'utiliser. Et il va vous faire des exercices de suggestibilité. Celui qui est le plus connu, c'est les 2 doigts. C'est les 2 doigts qui sont un face à l'autre, les 2 index, levés vers le plafond, les mains bien serrées. Oui. Et là, il va suggérer des phrases en vous disant que plus vous vous concentrez sur l'espace entre les 2 doigts, plus vous avez l'impression que les 2 doigts sont attirés comme 2 aimants, de plus en plus attirés. Et plus vous essayez de décoller vos doigts, plus les doigts sont attirés, immanquablement attirés. Et plus les doigts sont attirés, plus vous vous sentez bien, plus vous vous sentez bien, plus les doigts sont attirés. Et on continue comme ça. Et évidemment, il va identifier dans la salle les gens qui réagissent fortement et rapidement. À cet exercice-là. À cet exercice-là. OK. Et souvent, il va en faire un 2e et un 3e. Et là, il va identifier dans la salle une dizaine de personnes hyper suggestibles. Parce que ce qui fait que l'on est suggestible à l'hypnose, ce n'est pas du tout une question de faiblesse. C'est l'inverse, en fait. On est beaucoup plus suggestible à l'hypnose. Quand on a un bon imaginaire. Si je te dis d'imaginer que tu descends un escalier dans lequel tu te sens en sécurité, un escalier qui est inspirant et que je t'invite à te concentrer sur les marches, à entendre le craquement des marches, à sentir l'odeur de l'escalier. À un moment donné, le cerveau, il commence à imaginer cet escalier-là. Et plus on a une capacité d'imagination, plus c'est facile d'entrer en hypnose. Mais ça fait aussi qu'on a un plus grand pouvoir de création de sa vie, parce que c'est la même compétence qu'on va utiliser pour faire de la visualisation. Donc, c'est exactement les mêmes fonctions cérébrales. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire confiance à la personne qui est avec nous. Fait que si, par exemple, des gens viennent me voir en cabinet ou en Zoom et qui me font confiance, bien, ça va décupler les capacités qu'ils ont à entrer en hypnose, parce que c'est eux autres qui décident s'ils entrent en hypnose. Ouais. Et la troisième chose, c'est qu'il faut accepter de vivre l'expérience. Si on part avec l'idée qu'on va observer ce que ça fait, puis qu'on va regarder ce que ça fait sur les autres, on ne peut pas entrer en hypnose parce qu'on s'est mis à l'extérieur de nous. On s'est mis en mode observateur. On ne vit pas intérieurement. Fait que c'est pour ça que dans un spectacle, on va avoir des gens à qui ça fait rien. Mais ça fait rien parce qu'ils n'ont pas joué le jeu. Ça fait rien parce qu'ils ne sont pas entrés dans l'exercice. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné pour eux. Parce qu'évidemment, le temps de l'hypnose, on a totalement le contrôle sur tout ce qui se passe. Ce bout-là, souvent, les gens ne le comprennent pas. Je te raconte une anecdote. J'ai une de mes collègues dans une formation qui racontait qu'elle est allée faire une formation d'hypnose dans un groupe, dans un party privé. Donc, ils sont une 20-25 ensemble et il y a un hypnotiseur de spectacle qui est présent. Et il fait l'exercice, fait que la moitié des gens dans la salle se font hypnotiser, puis l'autre moitié observe.
Elle a fait partie des gens qui se font hypnotiser. Et c'est quelqu'un de plutôt prude. Elle a une blouse, mais boutonnée là, jusqu'au menton. Là. Et lui, il lui suggère dans l'hypnose qu'elle a chaud et qu'elle déboutonne donc sa blouse. Mais après le deuxième bouton, là, le cerveau a tout de suite cliqué de ce qui était en train de se passer et automatiquement, elle s'est réveillée. Parce que notre cerveau ne nous fera jamais faire quelque chose que l'on ne veut pas. Une chance. On a totalement le loisir de sortir de cet état. Et c'est pour ça que sur scène, Mesmer, par exemple, va choisir non seulement des gens qui sont très réactifs à l'hypnose, mais il va aussi choisir des gens qui ont un certain besoin de reconnaissance et de validation. Parce que quand tu es sur scène, tu reçois aussi l'amour du public au même titre que l'hypnotiseur. Et quand tu es avec des gens qui sont pas nécessairement dans la meilleure phase de leur vie ou qui ont une plus grande difficulté à vraiment s'affirmer, qui ont de la difficulté à dire non, qui n'ont pas beaucoup de facilité dans les relations sociales, ils n'arrivent pas à déployer leur plein potentiel, mais eux, quand ils jouent le jeu vraiment, là, ils ont plus de chances d'être sélectionnés. Parce que Mesmer va chercher exactement ce profil-là. Il faut dire que ça fait un meilleur spectacle aussi. Et voilà! Exactement. Et ça fait que les gens qui étaient dans la salle, qui étaient pas trop sûrs s'ils croyaient ou non dans le pouvoir de l'hypnose, ben là, à ce moment-là, ils vont y croire 2 fois plus. Parce que là, ils vont voir que leur conjoint, leur conjointe, leurs amis tombent en hypnose et que ça se passe pour vrai à côté d'eux. Donc, ce n'est pas fin, c'est pas acté. C'est pas quelqu'un qui travaille avec l'hypnotiseur qui se fait hypnotiser, là, c'est leur ami, là. Ouais. Et ça, évidemment, ça donne un meilleur spectacle, mais ça fait aussi que les gens, quand ils arrivent en cabinet, ben, ils ont peur de ça. Mais en cabinet, évidemment, nous, on ne fera pas ce qu'on appelle de l'hypnose instantanée. Donc, quand on vous dit quelques mots, on vous met la main sur le front, puis là, on vous dit dors, puis vous le faites automatiquement. En cabinet, on le fait très rarement, ça. Sauf avec des gens contrôlants, je te dirais. Mais généralement, on va y aller de façon plus graduelle parce qu'une hypnose instantanée, c'est un petit peu difficile pour le cerveau. Pour me le faire quand je vais en formation, là, tu sais, on s'hypnose les uns les autres, là. Fait que moi, on me fait rentrer, sortir, plusieurs fois dans la même journée. Je suis brûlée à la fin de la journée. Puis ceux qui le font avec moi sont aussi brûlés. Donc, en cabinet, on va y aller graduellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire au départ ce qu'on appelle un pré-talk. On va voir avec la personne si elle connaît l'hypnose et quelles sont les idées préconçues qu'elle a. Parce qu'évidemment, on va devoir désamorcer. Dès le début, je l'ai dit, le cerveau entre en hypnose à tous les 90 minutes. C'est un état naturel. Donc, c'est pas quelque chose d'extérieur à soi. J'ai pris le temps de te dire qu'à tout moment, on peut sortir de l'hypnose. Tu as pleinement le contrôle de ton cerveau. Donc, c'est pas moi qui t'hypnotise, c'est toi qui choisis d'entrer en hypnose. Moi, je ne fais que suggérer des outils et des métaphores pour t'aider, t'accompagner, parce que généralement, tu ne sais pas comment faire pour le faire de façon adéquate. Donc, on fait un pré-talk. Après ça, on va prendre le temps de faire ce qu'on appelle une induction. Une induction, c'est qu'on utilise une stratégie pour aider la personne à se détendre. Par exemple, je peux te demander de te concentrer sur ta respiration et de te concentrer sur les sensations de ton corps, sur la perception de la chaise sur laquelle tu es assis, de la sensation de tes pieds au sol, des sons que tu entends autour de toi. Donc, j'utilise tes 5 sens, ce qu'on appellerait en PNL le VACOG, donc tout ce qu'il y a au niveau visuel, tout ce qu'il y a au niveau auditif, tout ce qu'il y a au niveau kinesthésique, parfois aussi au niveau des odeurs, pour simplement te ramener dans le moment présent, dans le ici, maintenant. Ça, c'est une forme d'induction. Je peux aussi utiliser, par exemple, de te demander de te remémorer un souvenir agréable, de te remémorer ce que tu voyais, de te remémorer ce que tu entendais, de te remémorer ce que tu ressentais, de te remémorer l'émotion. Ça, c'est une autre forme d'induction.
Mais je peux aussi, quand j'ai des gens qui ont besoin d'apprivoiser l'hypnose, leur demander d'étendre un bras à 90 degrés, à 45 degrés vers le plafond et de fixer un point sur le mur. Fait qu'ils doivent pointer le point sur le mur avec le bras en pleine extension, le pas plié, en pleine extension, puis en même temps, il faut qu'ils regardent ce point-là au plafond. Ça fait que ma tête est un petit peu surélevée, elle n'est pas baissée, mon bras est en suspension dans l'air. Fait qu'on s'entend que c'est pas long. Après 1 minute, là, mon bras va commencer à être pesant. Donc, quand je vais dire au cerveau, il est possible que le bras devienne de plus en plus lourd, et tandis que le bras devient plus lourd, il est probable que la respiration s'apaise, et tandis que la respiration s'apaise, il est possible que l'esprit se calme de plus en plus, et tandis que l'esprit se calme, le bras devient de plus en plus lourd. Mais pour le cerveau, le bras est lourd en effet. En effet, l'esprit s'apaise. En effet, la respiration se calme. En effet, le bras devient plus lourd. Pour lui, ça fait juste des oui, 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 oui. Fait qu'à un moment donné, quand il va être saturé, il sera plus capable de supporter le bras, la lourdeur du bras, puis je vais lui donner l'autorisation en plus de fermer les yeux parce qu'il fixait un point depuis tantôt, puis là, les paupières commencent à chauffer. Fait que quand je commence à dire que les paupières sont lourdes, c'est sûr que les paupières sont lourdes. Il fixe un point puis il cligne presque pas des paupières. Donc, pour le cerveau, c'est totalement vrai. C'est totalement naturel. Fait que quand je lui dis qu'il peut enfin fermer les yeux, il est soulagé de fermer les yeux. Il plonge dans l'idée de fermer les yeux. Ça fait son bonheur. Et là, moi, je vais renchérir en disant que, et en fermant les yeux, il entre de plus en plus profondément à l'intérieur de lui. Et plus il entre en profondeur à l'intérieur de lui, plus la respiration s'apaise. Et plus la respiration s'apaise, plus l'esprit se calme. Et plus l'esprit se calme, plus il se sent bien. Tout le monde veut se sentir bien. Ouais. Et ensuite, on peut faire un approfondissement. Donc, je peux lui dire d'imaginer justement un escalier de 7 marches qui descend. Et à chacune des marches, je vais lui demander d'entrer plus en profondeur à l'intérieur de lui. Mais plus ça va, plus la personne est relaxe et détendue. Et ensuite, il va y avoir vraiment une utilisation de l'état hypnotique où là, on va souvent, pas toujours, mais souvent, utiliser des métaphores. Parce que là, c'est très particulier. Moi, les premières fois que quelqu'un a essayé de m'hypnotiser, ça marchait pas du tout. Et quand j'ai trouvé un coach en qui j'avais pleinement confiance, avec qui j'avais envie de vivre l'expérience, puis moi, j'ai déjà un bon imaginaire, avec lui, ça s'est fait très facilement. Et là, c'était très particulier parce que dans mon cerveau, j'étais hyper détendue. Alors, pour moi qui ai un cerveau hyper actif avec des milliers de pensées continuellement, là, tout d'un coup, ouf, le flot de pensées s'est arrêté. Là, au lieu d'avoir des tonnes, mais des tonnes de pensées, puis de pas être capable de les dire, de pas être capable de parler assez vite pour toutes les dire, là, j'avais une petite pensée une fois de temps en temps. Et ça fait que tu es dans un état de bien-être, là. Ça fait tellement de bien. Fait que tu sais que tu pourrais ouvrir les yeux. Tu sais que tu pourrais sortir de l'état. Mais ça ne tente pas pantoute. C'est tellement agréable. C'est tellement confortable parce que pour une fois, on a la paix dans sa tête. Et là, un bon praticien en hypnose va utiliser une métaphore pour nous libérer. Par exemple, un exercice que je fais faire souvent à mes clients, c'est la barque aux angoisses. Je demande aux gens d'imaginer qu'ils sont sur une plage. Et là, je fais exprès, je renforce. Je dis aux gens de voir les vagues au loin, de sentir l'odeur de la mer, de ressentir la chaleur du soleil sur la peau, la brise du vent sur les joues, la sensation du sable entre les orteils. Et en même temps qu'ils se concentrent donc sur leurs 5 sens, sur cette plage-là, je leur indique de se rendre jusqu'à l'eau où il y a une barque noire, dans laquelle ils vont pouvoir déposer toutes leurs angoisses, tout ce qui les stresse, du passé, du présent, du futur. Et ils vont, à ce moment-là, moi, je les encourage à prendre toutes les angoisses qu'ils ont à travers de la gorge, toutes les angoisses qu'ils ont dans la poitrine, toutes les angoisses qu'ils ont dans le ventre, toutes les angoisses qu'ils ont dans la tête, toutes les angoisses qu'ils peuvent avoir partout sur le corps, et à les enlever de leur corps
pour les déposer dans la barque, voire même les garrocher, les lancer dans la barque. Moi, évidemment, je ne sais pas quelles sont les angoisses que la personne dépose. Mhm. Mais l'inconscient de mon client, lui, sait exactement quoi faire avec cet exercice-là. Et des fois, il y a des clients qui sont très surpris parce ils voient à l'intérieur de leur tête une espèce de main translucide qui vient à l'intérieur d'eux et qui vient arracher comme des mauvaises herbes ou enlever une espèce de glu noir. Il y en a Oui. d'autres qui s'imaginent qui enlèvent une peau carrément. Il y Mhm. en a qui se voient comme s'ils coupaient des choses qui étaient accrochées à eux. L'imaginaire de chacun va réagir de la façon la plus appropriée pour eux. Mais après, ils vont se sentir hyper libérés. Et moi, après ça, j'enchaîne avec, on va par exemple dans la salle des machines, une salle où on a une centaine d'ordinateurs qui représentent toutes les capacités du cerveau et on va aller, au contraire, débrancher des machines de comportements que l'on ne veut surtout plus avoir dans sa vie. Puis on va aller, au contraire, augmenter les capacités du cerveau dans d'autres éléments. Fait que si je veux, par exemple, enlever un mauvais comportement, bien, je fais imaginer à la personne que l'ordinateur, là, on l'arrache, là. On le fout aux poubelles. On arrache tous les fils, on enlève les ordi puis on fout ça aux poubelles. Par contre, la confiance en soi, on va imaginer, par exemple, qu'on a des boutons qu'on veut tourner au maximum, puis qu'on a une grosse manivelle comme dans un avion, quand on veut décoller, puis que le pilote va pousser sur la manivelle. On entend même le son des moteurs et on va pousser comme ça sur la manivelle pour augmenter les fréquences et le taux vibratoire de la personne. Donc, on utilise beaucoup les métaphores et la symbolique et ça fonctionne parce qu'on est dans un état d'hyper grande relaxation, dans un état où l'inconscient est en pleine ouverture. Il n'y a plus de petite voix qui chiale, il n'y a plus de facteur critique, il n'y a plus la petite voix qui dit « Ouais, mais tu l'as déjà essayé, ça, puis ça n'a pas marché. Oui, mais pourquoi ça marcherait pour toi cette fois-ci, puis alors que tu as essayé plein d'autres affaires? » En hypnose, cette voix-là, elle se tait. Elle n'existe plus du tout. Donc, on est dans un état de réceptivité incroyable. Et là, on utilise des métaphores. Puis moi, je ne fais que suggérer. Si j'ai une métaphore où je vais demander aux gens de se rendre dans une pièce qu'ils connaissent déjà, dans laquelle ils se sentent super bien, il y a des figurines sur la table, ils vont voir les figurines. Moi, je vais juste leur donner des thèmes. C'est une figurine d'un roi, c'est une figurine de gardien, mais on va leur attribuer une qualité. J'ai aucune idée quelle est la qualité que mon client va attribuer à chaque figurine. Mais le client va attribuer des qualités dont il a besoin dans sa vie actuellement. C'est toujours ça qui arrive. Et on va intégrer ces qualités-là à l'intérieur de lui. Et quelqu'un qui est un bon praticien en hypnose va renchérir avec un pont vers le futur, avec une futurisation. Donc, faire visualiser la vie rêvée à une fois l'objectif atteint, comme si on y était déjà. Mhm. Sauf que là, on n'est plus juste dans une méditation. On est dans une hypnose. Fait que la capacité du cerveau à recevoir, elle est décuplée. C'est 10 000 fois plus fort qu'une méditation, là. On est vraiment dans un potentiel extraordinaire. Je te donne 2 exemples. Il y a quelques années, une dame dans la soixantaine qui vient me voir, puis moi, je la coach pour ses capacités de gestion. Donc, on est dans quelque chose de très professionnel. Okay. Mais elle me mentionne qu'elle a une phobie qui s'est développée, qu'on appelle une phobie d'impulsion. Donc, elle a peur d'agresser les gens autour d'elle malgré elle. Et cette peur-là, elle est là depuis qu'elle a 5 ans. Et quand elle vient me voir, elle est dans la soixantaine. Elle me glisse ça dans une conversation. Moi, mon rôle, c'est d'augmenter sa confiance en tant que leader dans une organisation. Mais ce que je fais, donc, c'est que je lui fais une hypnose dans laquelle je gonfle la confiance en elle. Et je fais simplement rajouter qu'elle a tellement confiance en elle qu'elle est en pleine maîtrise. Parce qu'évidemment, en hypnose, le cerveau accepte toutes les suggestions. Alors, dans mes suggestions, je fais simplement ajouter le fait qu'elle est en pleine maîtrise, en pleine sérénité, elle sait exactement quoi faire et elle sait exactement quoi dire, puis elle trouve toujours le bon comportement. Mais quand je la revois 2 semaines plus tard, la phobie a disparu. Complètement. Pourtant, c'est pas ça que je traitais. Moi, j'augmentais la confiance en général. Mais en hypnose, on est hyper réceptif.
parfois, j'ai des gens qui me sont référés, qui sont suivis par un psychiatre, qui ont fait de la thérapie. Il n'y a rien qui a fonctionné. Et on est dans un état où la médication, elle est extrêmement forte, au point où ils ont de la difficulté à finir leur phrase. Et dans certains cas, ben, les psychiatres me disent on n'a plus le choix, on va te faire interner parce que tu ne réagis pas bien à la médication. On n'a plus le choix, on va devoir t'emmener dans un centre de crise qu'on appelle. Et là, ben, généralement, on va négocier, puis on me donne un 48 heures. 48 heures pour changer l'état. 48 heures pour simplement enlever la charge émotionnelle. Et là, je vais utiliser de l'hypnose. C'est suivi par un psychiatre. Le psychiatre, c'est exactement tout ce que je fais à ce moment-là. Mais on va, à ce moment-là, puis c'est pas de la thérapie, on est vraiment dans augmenter la confiance, mais diminuer la charge émotionnelle. Et c'est là où on peut très rapidement rendre les gens beaucoup plus fonctionnels et en collaboration avec le psychiatre ou avec le médecin, diminuer la médication parce qu'on réapprend au cerveau à fonctionner autrement. Et là, en hypnose, on peut faire plein de choses. Mais comme je disais, ça prend 3 qualités extrêmement importantes. 1, faire confiance à la personne avec qui on travaille en hypnose, avoir un très bon imaginaire et vouloir vivre le processus. Les premières fois, moi, qu'on me faisait de l'hypnose sur moi, ben, à un moment donné, je sentais qu'il se passait quelque chose, mais je n'avais pas assez confiance en la personne qui me faisait l'hypnose. Donc, inévitablement, mon cerveau se réveillait automatiquement. La minute que j'ai trouvé quelqu'un en qui j'avais confiance, ça a vraiment super bien fonctionné et ça a été une métamorphose. Parce que moi, quand on me l'a fait, je me préparais pour un examen. J'avais des tonnes de notes à apprendre par cœur. C'était une journée complète d'examen, puis il y avait un examen où on me pigeait un sujet d'exposé oral sur plusieurs sujets et moi, je devais être capable de faire un exposé oral de 15 minutes. Donc, j'avais des feuilles écrites en minuscules, tu sais, écrites en typographie 6, là. Le plus petit que tu peux avoir quand tu l'imprimes, là. J'en avais 15 pages comme ça. Wow. Je me disais, mon Dieu, j'arriverai jamais à retenir tout ça. La feuille était pleine, là. Et j'avais demandé à mon coach en hypnose, est-ce qu'on peut augmenter ma capacité de rétention? Puis il m'avait dit, ben, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, mais on peut certainement aller libérer de l'espace dans ton cerveau et après ça, suggérer à ton cerveau qu'il intègre facilement les nouvelles connaissances. Ça, c'est comme quand l'ordinateur il est plein, là, oui. la mémoire est pleine. Les fichiers temporaires, là, on les enlève. Ils m'ont fait une séance d'à peu près 1 heure. Et c'était le vendredi. Moi, ma rencontre est le vendredi à 4 heures. Je vais m'en souvenir pour le reste de ma vie. Fait que durant la fin de semaine, je me mets à étudier. Puis je me rends compte que le dimanche, je connais 9 pages sur 15 par cœur. Mais par cœur, là. Je peux te dire toutes les définitions compliquées. C'est intégré. Fait que la semaine d'après, j'ai demandé de me refaire une autre hypnose du même genre. Parce que là, je dis, hey, ça marche, cette affaire-là. Et il m'a simplement fait une autre hypnose en libérant de l'espace encore une fois. On est allé désamorcer des souvenirs désagréables, mais en introduisant l'idée que mon cerveau intègre facilement toutes les notions que j'ai à apprendre en prévision de mon examen et que tout ce que je lis, je le retiens avec aisance. Mais au bout de la 2e semaine, je savais mes 15 pages par cœur. Puis mon conjoint me testait, là, il prenait mes feuilles, il posait des questions toutes mêlées dans toutes les feuilles, puis je le savais par cœur. Wow! Fait que j'ai compris qu'en hypnose, on pouvait vraiment décupler la capacité du cerveau. Fallait juste trouver l'angle, fallait juste trouver la façon de faire. Et là, comme je savais qu'est-ce qui s'était passé en moi, je savais comment le reproduire sur quelqu'un d'autre, je savais même comment l'améliorer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 15 minutes d'hypnose, c'est aussi bénéfique que 3 heures de sommeil profond. C'est puissant! C'est extrêmement puissant. Fait que souvent, les gens me disent, comment tu fais pour tout apprendre? Moi, les 5 dernières années, j'ai fait 87 formations différentes. Mais j'ai été capable de le faire parce que justement, j'utilise l'hypnose. Je me fais maintenant des auto-hypnoses parce que maintenant, j'ai compris comment je peux le faire et j'ai compris comment désamorcer les auto-hypnoses automatiques dans la journée qui sont plus négatives. Tu sais, quand on disait dans nos premières chroniques là, que souvent, on est en train de préparer le souper ou de se brosser les dents, puis tout d'un coup, on pense à une conversation qu'on a eue avec un collègue ou un client. C'est une conversation négative, puis là, on s'en rebrasse dans la tête. Bien, c'est de l'auto-hypnose, ça. Mais c'est de l'auto-hypnose négative. Et maintenant, je sais que ça, je peux l'arrêter, mais je peux donc créer dans mon esprit complètement autre chose. Et quand je crée dans mon esprit un futur extraordinaire,
En hypnose, la loi d'attraction est décuplée. Parce que là, je vibre complètement autre chose de l'intérieur, du plus profond de moi. Fait que c'est beaucoup plus puissant. Fait que j'ai des clients que quand ils sont plus résistants à certains exercices, je leur rends de l'hypnose, c'est sûr. Je commence jamais de l'hypnose à la première séance parce qu'il faut développer le lien de confiance et j'ai besoin de désamorcer certaines choses. Oui, d'où l'importance de bien choisir notre coach, notre thérapeute. Exact. Puis je te disais avant qu'on commence, avant qu'on enregistre, que j'avais une cliente qui avait déjà fait 12 séances avec un autre praticien en hypnose, puis ça n'avait jamais marché, alors qu'avec moi, ça a pris un gros 30 secondes. Mais ça a pris 30 secondes parce que après avoir fait une école d'hypnose, j'en ai fait une autre, puis j'en ai fait une autre, puis parce qu'il y a plusieurs sortes d'hypnose. Dans le vocabulaire, on va entendre l'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose hellmanienne, l'hypnose de spectacle, l'hypnose conversationnelle. Il y a donc différents types. On va entendre parler d'hypnose régressive, d'hypnose spirituelle. Il existe toutes sortes d'écoles d'hypnose. Il faut bien comprendre une chose, par contre. En hypnose, quand on regarde des téléséries, là, ils vont nous dire qu'avec l'hypnose, ils vont aller chercher un souvenir enfoui dans la tête d'un témoin d'un acte criminel. C'est pas vrai du tout. Ah. En hypnose, là, on va pas chercher une information. En hypnose, on crée une information. En hypnose, le cerveau, lui, il se souvient pas de tous les éléments, mais il sait qu'il faut qu'il donne une information, fait qu'il va inventer les éléments qui manquent. Donc, c'est pour ça qu'à la cour, on ne peut pas accepter quelqu'un qui a été sous hypnose parce qu'on le sait que ça va modifier le souvenir. Dans les années 80, il y a une cliente aux États-Unis qui est avec son thérapeute qui est aussi un hypnotiseur. Et sous hypnose, lui, il fait une hypnose qu'il appelle une hypnose régressive. Et la dame qui s'appelle Michelle, elle va lui dire que quand elle avait 4 ans, elle a été agressée sexuellement par ses parents qui feraient partie d'une secte sataniste. Et là, elle va écrire un livre d'ailleurs, Michelle Remembers, et elle va accuser ses parents d'être membres d'une secte sataniste. Là, son père, les parents, évidemment, ils n'ont rien fait, mais les parents ne comprennent pas ce qui est en train d'arriver à leur fille. Et le père se dit, mon Dieu, j'ai-tu été hypnotisé moi-même, puis j'ai occulté quelque chose que j'ai fait. Les parents ne savent pas quoi faire. Ils aiment leur fille, mais ils ne comprennent pas pourquoi elle les accuse comme ça. Et suite à la publication du livre, il y a d'autres gens en hypnose qui vont se mettre à dire eux autres aussi, « Ah, moi aussi, mes parents m'ont abusé. Ah, moi aussi, j'étais dans une secte satanique. Ah, moi aussi. » À un point tel où il y a des gens qui vont aller en procès puis qui vont être emprisonnés sur la foi du témoignage obtenu sous hypnose. Jusqu'à ce qu'il y ait des psys qui lèvent la main puis des chercheurs qui lèvent la main qui disent « Wow, minute, là. En hypnose, là, on modifie les souvenirs. On ne peut pas aller chercher un souvenir, on le modifie. » Donc, ce qui est dit en hypnose, c'est une création de notre cerveau. C'est pour ça qu'en hypnose, on peut créer notre futur. C'est à ça que ça sert, l'hypnose. Ça sert à intégrer dans notre inconscient la vie rêvée que l'on veut. Dans les années 80, c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on a appelé la peur sataniste, où il y a plein de gens qui pensaient qu'il y avait des satanistes partout. Et cette peur-là, elle revient assez régulièrement depuis ce temps-là. Mais il faut bien comprendre que l'hypnose, ça ne sert pas à aller chercher un souvenir enfoui, ça sert au contraire à créer une nouvelle réalité. Ça va créer ce que l'on appelle un souvenir du futur. On peut donc complètement changer le mindset face à un objectif, face à un rêve, face à un défi, et on peut à ce moment-là permettre au cerveau d'enlever les blocages pour vraiment atteindre la vie rêvée. Voilà à quoi ça sert l'hypnose. Merci d'avoir tout démystifié ça parce que, en effet, il y a plusieurs personnes qui en ont peur parce qu'ils pensent que tu vas leur faire la poule. C'est ça. Et ce n'est pas ça du tout. Par contre, quand on fait du spectacle, est-ce que ça sert à quelque chose ou c'est simplement du divertissement, ça? C'est vraiment du divertissement. OK. Dans certains cas, j'ai déjà vu des hypnotiseurs de spectacle qui, à la fin, font un cadeau aux gens qui ont été hypnotisés
en ce sens qu'ils vont finir l'hypnose en disant qu'ils vont sortir de l'hypnose en se sentant merveilleusement bien et que ce bien-être va se prolonger sur plusieurs journées. Donc, ils font un petit cadeau. Donc, on va implanter quelque chose dans le cerveau qui est agréable. En Alors, hypnose, en cabinet, mais évidemment, toute la séance est agréable. et bon, là, j'ai deux questions parce que ce que tu viens de dire a suscité quelque chose. Donc, mettons là, que moi, je suis un peu gêné, Oui, mais je suis réceptif là, au spectacle, puis on me fait monter sur la scène. Est-ce que ça peut m'avoir dégêné, ça? C'est-à-dire que oui, cette expérience que j'ai... Ah oui, ça, oui. ça peut avoir cet effet-là, puis durable? C'est durable. Puis évidemment, là, l'idée, c'est que si on fait juste une séance d'hypnose, il faut s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose dans l'entourage, dans les comportements, qui pourrait faire revenir l'ancien comportement. Parce que l'ancien comportement, il s'est mis en place graduellement, généralement. Oui, Donc, c'est pour ça que généralement, l'hypnose fait partie d'un processus d'accompagnement pour OK. libérer la personne de différentes blessures, de différentes croyances, de différentes identités saboteuses. Et l'autre question, puis je pense que tu étais en train d'y répondre, c'est que si je te consulte et que je veux régler un problème avec le suivi, ça va être durable aussi. Je vais complètement avoir changé. En fait, comme tu as nommé cette chronique-là, reformater le cerveau. Donc, ce qui était problématique n'existera plus. Ça n'existera plus et évidemment, il faut s'assurer de changer l'habitude comportementale. C'est Parce sûr. qu'évidemment, si par exemple, on travaille sur justement la gêne, le manque de confiance, ben, il va peut-être falloir que j'aille augmenter la dose de courage. Il va peut-être falloir que j'aille augmenter la dose d'audace. Il va peut-être falloir que j'aille voir aussi si j'ai pas une croyance limitante en arrière de tout ça. Donc, c'est pas juste de dire être capable, par exemple, de prendre la parole, c'est d'aller travailler la croyance limitante qui est en arrière. Puis, il faut peut-être que j'aille désamorcer une phrase que papa ou maman m'a dit ou quelqu'un à l'école m'a dit. Tu sais, par exemple, un professeur qui t'aurait dit au primaire, toi, tu réussiras jamais dans tel domaine, c'est pas ta tasse de thé. Mais cette phrase-là, il faut peut-être aller la désamorcer dans le cerveau. Donc, moi, je ne fais pas de thérapie, mais je vais aller désamorcer la phrase, enlever la charge émotionnelle, par exemple avec du tapping, pour ensuite aller en hypnose, consolider la confiance en soi. Hmm. Et finalement, est-ce que c'est vrai ça que pour arrêter de fumer, l'hypnose c'est bon ou pour la peur des avions? Oui, c'est drôle parce que je faisais une formation il n'y a pas longtemps où on faisait justement un protocole sur une peur. Et on m'a mis avec une dame qui a peur de l'avion. Ah, Fait que dans son cas, j'ai suivi le protocole que je devais suivre. Mais à un moment donné, le langage que l'on utilise en hypnose est apparu assez rapidement et je lui ai fait faire une bonne futurisation à la fin de l'exercice pour être sûr que la prochaine fois qu'elle allait prendre l'avion, parce qu'elle reprenait l'avion 3 semaines plus tard, que la prochaine fois qu'elle allait prendre l'avion, qu'elle se sente vraiment bien. Parce que là, j'avais un échéancier, puis il fallait que ça fonctionne. Puis c'est une fille que j'avais dans une formation avec moi, donc c'était la seule fois où j'allais être avec elle. hmm. Je me suis arrangée pour, oui, suivre le protocole qu'on m'a donné, mais rajouter un peu d'hypnose pour lui donner encore plus de puissance. Merveilleux ça. Annabelle, ce fut un plaisir d'être avec toi cet automne pour les secrets du cerveau humain à Radio Unicité. Ça a été très bien reçu. Est-ce que tu es d'accord pour une autre série en janvier? J'ai déjà plein d'idées de sujets, mon cher. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que le cerveau a d'autres secrets? Il y en a tellement, là, tu n'as même pas idée. On n'a pas encore parlé du triangle de Karpman, on n'a pas parlé des blessures psychologiques, on n'a pas parlé de comment gérer une émotion qui est envahissante. Il y a tellement de choses qu'on va pouvoir regarder ensemble. Profitez du temps des fêtes pour offrir un livre d'Annabelle Boyer parce que c'est plein de trucs, de conseils, c'est plein d'exercices à faire aussi. Alors, on peut aller sur ton site annabelle-boyer.com. Il y a plein de monde qui sont allés au Salon du livre au Palais des Congrès à Montréal pour faire le plein de cadeaux de Noël. Et les livres, c'est un beau cadeau à faire parce que non Oui. seulement ça peut changer une vie, mais ça peut inspirer également. Alors, je souhaite que tout le monde ait un livre, un ou l'autre, là, parce que la collection est assez grande. On peut même se divertir avec des romans, parce qu'Annabelle est tellement talentueuse qu'elle fait aussi des romans. Bref, c'est un bel univers et on est très, très fiers, très choyés de t'avoir dans l'équipe de Radio Unicité. Alors, je te souhaite un très bon temps des fêtes. Repose-toi bien parce que tu es une vraie machine. Il faut régénérer ça, cette machine-là. Et on se retrouve en janvier pour la suite de cette belle série des secrets du cerveau humain.
humain. Merci, Annabelle. Merci beaucoup.